Bonjour, ma femme m'a trompé. Je l'ai su un mardi à 18h12, entre un mail de la DRH et une photo de croissant envoyée par ma mère sur WhatsApp. Le genre d'instant banal qui vous découpe la vie en deux, sans même avoir la politesse de prévenir. Sur le moment, je n'ai rien dit, je lui ai servi le dîner, j'ai débarrassé les assiettes, et j'ai commencé à compter. Pas les jours avant l'explosion, non, les pièces avant le procès. Je m'appelle Adrien Morel. J'avais 39 ans. Un poste de directeur adjoint dans un groupe d'ingénierie à Lyon. Un duplex à mon chat acheté à crédit. Une femme que tout le monde trouvait lumineuse. Et une promotion qui devait tomber une semaine plus tard. Directeur de filiale. Bureau d'angle. Voiture de fonction. Salaire capable de transformer des hypocrites ordinaires en amis très démonstratifs. Ma vie ressemblait à une brochure de mutuelle premium. Propre, lisse, presque obscène de stabilité, jusqu'à ce fameux mardi. Tout a commencé avec un détail idiot. Camille n'était pas idiote, justement. Elle était même très bonne en mise en scène. Elle savait quand rire, quand soupirer, quand poser une main sur mon bras avec cet air de femme qui a lu trop d'articles sur la communication de couple. Mais elle avait un défaut. Elle croyait que le mensonge est un parfum. Qu'en mettant juste assez, on ne sent plus la sueur dessous. Ce soir-là, elle est rentrée avec 19 minutes de retard. Pas 20, pas 1 heure, 19. Le retard calculé de quelqu'un qui pense qu'un petit décalage paraît plus honnête qu'une grosse excuse. Elle a jeté son sac Hermès sur la banquette de l'entrée, retiré ses escarpins et m'a lancé, avec sa voix légère, qu'elle avait pris un verre avec Élodie après son rendez-vous chez le kiné. J'ai hoché la tête. J'avais déjà appris à ne jamais réagir trop vite. C'est un talent sous-estimé. Rester calme pendant que quelqu'un vous prend pour un imbécile, c'est presque un sport olympique. Puis son téléphone a vibré sur le plan de travail de la cuisine. Elle était dans la salle de bain. L'écran s'est allumé 1 seconde, juste assez pour afficher un prénom. Vincent, suivi d'un message aperçu en moitié. Tu me manques déjà. La suite. Je ne l'ai pas lu tout de suite. Je me suis contenté de regarder la casserole de pâtes, comme un homme très raisonnable. Comme un homme qui n'allait pas retourner la maison, hurler, casser des verres et offrir aux voisins un petit spectacle gratuit. J'ai baissé le feu, j'ai salé l'eau, j'ai respiré. Et dans ma tête, quelque chose s'est refermé avec un clic net, presque administratif. Au dîner, elle m'a demandé si j'étais stressé pour le comité de vendredi. J'ai répondu que tout allait bien. Elle m'a souri, ce sourire impeccable, un sourire de pub pour dentifrice et trahison haut de gamme. Elle a parlé du syndic qui tardait à répondre pour la fuite au parking, de sa collègue insupportable, de sa sœur qui voulait encore emprunter de l'argent. Et moi, je la regardais comme on regarde un décor avant démontage. Je connaissais chaque détail de son visage, et j'avais déjà commencé à m'en détacher. C'était presque fascinant, la vitesse à laquelle l'amour devient comptabilité. Cette nuit-là, quand elle s'est endormie, j'ai pris son téléphone. Pas parce que j'aime fouiller. Je déteste ça. C'est sale. Ça vous abîme la nuque et l'estime de soi. Mais je préfère les vérités déplaisantes aux jolies anesthésies. Son code n'avait pas changé. Notre date de mariage, là aussi, une élégance rare. Me tromper en gardant la date symbolique comme mot de passe. Il faut aimer le théâtre. J'ai trouvé les messages en moins de 3 minutes. Vincent n'était pas un fantasme, ni un malentendu, ni un collègue trop tactile. C'était un dossier complet. Photos dans des hôtels à Vienne et à Annecy, messages vocaux, petits surnoms ridicules, projet pour un week-end à Cassis, et, mon détail préféré, parce qu'il y a toujours un détail qui achève tout, une plainte de Camille sur mes horaires. Adrien adore son travail. Il ne voit rien. J'ai relu cette phrase 2 fois, pas parce qu'elle me blessait, parce qu'elle me renseignait, elle croyait vraiment que je ne voyais rien. Elle avait tort sur toute la ligne, voir est précisément ce que je faisais le mieux. Dans mon métier, on dirige des équipes, on négocie des contrats, on assiste à des réunions où des gens en costume jurent qu'ils agissent par principe alors qu'ils pensent en prime. On apprend vite à repérer les micro-hésitations, les incohérences, les silences trop propres. J'ai transféré ce que je pouvais, pris des captures, noté des dates, croisé avec les relevés de cartes bancaires de notre compte commun.
2 nuits à l'hôtel Carlton de Lille pendant un prétendu séminaire. Des notes de restaurant à la Croix-Rousse un jeudi où elle m'avait dit dormir chez Élodie parce qu'il était trop tard pour rentrer. La routine du mensonge avait des jambes très fines. Elle trébuchait partout. À 2h17, j'étais assis au bureau du salon, devant mon ordinateur. Un carnet ouvert, un espresso trop serré à côté. J'ai commencé à tout classer. Pas comme un mari blessé, comme un futur homme libre. Capture, date, lieu, dépenses, cohérence. J'ai créé un dossier sobrement nommé « Impôts 2024 » parce que le camouflage, c'est souvent le manque d'imagination des autres. Puis j'ai ouvert un autre document. Conséquences, séparation, avocat, appartement, compte, part, véhicule. J'avais 1 semaine avant ma nomination officielle. 1 semaine avant que ma position change tout. Mon salaire, mes primes, mon pouvoir de négociation. La temporalité pouvait faire toute la différence. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu un sourire sincère. Pas un sourire joyeux. Non, un sourire précis. La différence est importante. Le lendemain matin, Camille s'est réveillée avec cette douceur étudiée qu'elle réservait aux jours où elle se sentait coupable. Elle a préparé du café, m'a embrassé la joue, a demandé si je voulais qu'on réserve un week-end après mon passage au comité. Pour décompresser, a-t-elle dit. J'ai répondu « Pourquoi pas ?» avec assez de calme pour qu'elle n'entende rien bouger en moi. Puis je suis parti plus tôt que d'habitude. Direction le cabinet de Maître Delmas, rue Servian. Un avocat recommandé par un administrateur du groupe. Pas pour des divorces romantiques, pour des divorces efficaces. Dans la salle d'attente, entre une plante en plastique fatiguée et des magazines vieux de 6 mois, j'ai compris quelque chose d'assez simple. Camille m'avait trompé. D'accord, mais elle avait surtout mal calculé son calendrier. Et ça, chez moi, c'est le genre d'erreur qui coûte très cher. Surtout quand on ne sait pas encore que la semaine qui arrive va ruiner bien plus qu'un mariage. Maître Delmas avait la courtoisie sèche des gens qui facturent à l'heure et ne gaspillent ni les mots ni les illusions. Il a parcouru mes captures, les relevés, les réservations d'hôtel, les messages exportés, puis il a levé les yeux vers moi avec un air presque déçu, comme si l'adultère restait un classique qui manque désormais d'originalité. Il m'a dit « Vous avez surtout une épouse imprudente, ce qui, juridiquement, est souvent plus utile qu'une épouse passionnée. » J'ai apprécié la formulation. À ce stade, il me fallait de l'efficacité, pas des alexandrins. Il m'a expliqué les choses avec cette pédagogie froide qui rassure davantage qu'un faux réconfort. En France, le divorce n'est pas un terrain de western. On ne ruine pas quelqu'un parce qu'il a menti avec panache. Mais les fautes, les dépenses dissimulées, l'usage du compte commun, les preuves d'une double vie et certains mouvements d'actifs peuvent peser, surtout si l'autre partie s'imagine encore pouvoir jouer la victime devant le juge. Il m'a demandé si ma femme avait accès à certains de mes dossiers professionnels, si elle connaissait le montant exact de mes primes, si l'appartement avait été acquis avant ou pendant le mariage, si nous avions des assurances vie, un PEA, une SCI, un prêt en cours. Il cochait mentalement des cases. Moi aussi, j'ai répondu avec précision. Le duplex était acquis après le mariage, mais une partie de l'apport venait d'un héritage de mon père. Traçable, propre, notarié. Ce détail-là a semblé l'intéresser davantage que les photos en peignoir dans un hôtel d'Annecy. Comme quoi, l'amour fait moins de bruit que les pièces justificatives. Avant de partir, il m'a donné 2 consignes. Ne pas confronter Camille. Ne pas changer brutalement mes habitudes. Continuer à documenter. Et surtout, attendre ma nomination officielle avant toute initiative visible. Il ne me promettait pas un triomphe théâtral. Il me promettait mieux. Un terrain préparé. Une chronologie qui travaille pour moi. Je suis sorti du cabinet avec une sensation étrange. Celle d'être à la fois cocu et méthodique. Ce qui, je dois l'admettre, donne une allure un peu particulière dans la rue de la Part-Dieu, un mercredi matin. Au bureau, le comité de direction préparait l'annonce de ma promotion, avec la gravité un peu comique des grandes entreprises. On parlait de gouvernance, de vision, de leadership transverse. Tous ces mots qu'on prononce avec un air de prophète, alors qu'il s'agit surtout de savoir qui signera les budgets
Et qui prendra les appels du siège à 22 heures, mon principal rival, Laurent Bessières, faisait semblant de me féliciter en avance. Un homme capable de serrer votre main, comme s'il testait déjà votre température post-mortem. Je savais qu'il espérait encore un retournement, un faux pas, n'importe quoi. Il ignorait que j'étais devenu d'un calme presque clinique. Quand votre épouse vous trompe pendant que votre carrière décolle, les luttes internes de bureau prennent soudain le charme discret d'un jeu de société pour enfants. Les jours suivants, j'ai perfectionné ma double vie de mari impeccable et de greffier de sa chute. Le matin, je passais chez la boulangerie, au coin prendre sa tradition aux graines, celle qu'elle aime à moitié grillée. Je lui demandais si sa journée serait chargée. Je l'embrassais avant de filer au bureau. Le soir, je cuisinais parfois. J'écoutais ses récits filtrés. J'acquiesçais devant ses mensonges, avec une politesse presque artistique. Puis, quand elle dormait, je travaillais. J'avais récupéré davantage que des messages. Il y avait les mails de confirmation, les paiements, des notes de frais qu'elle avait tenté de camoufler, et, détail délicieux, un collier payé avec notre carte jointe, officiellement acheté pour l'anniversaire d'Élodie. Sauf qu'Élodie, que j'ai appelée sous prétexte d'organiser une surprise, m'a expliqué avec enthousiasme qu'elle n'avait rien reçu. Les menteurs oublient toujours que le monde réel a la mauvaise habitude de parler. Le jeudi soir, une autre pièce est tombée du plafond, au sens presque littéral. J'étais rentré plus tôt à cause d'une réunion annulée. L'appartement était vide, sauf que dans l'entrée, derrière la console, j'ai aperçu une petite enveloppe Kraft coincée entre deux magazines. À l'intérieur, une facture de location de box de stockage à Villeurbanne, au nom de Camille. J'ai d'abord cru à une lubie décorative. Elle avait parfois des élans de Marie Kondo sous anxiolytique. Puis j'ai vu la date, 3 mois plus tôt, et le montant prélevé chaque mois. J'ai attendu le lendemain. J'ai posé une demi-journée, et je m'y suis rendu. Le box contenait peu de choses, mais assez pour transformer une trahison conjugale en opération bien plus calculée. 2 valises, des cartons de vêtements, quelques objets de valeur disparus de l'appartement sans que je l'aie remarqué, de la vaisselle offerte par ma mère, une montre de mon père que je croyais dans le coffre, et surtout, un classeur, avec des photocopies de nos relevés, des documents sur le prêt, des estimations immobilières imprimées, plusieurs simulations de rachat de Soult. Ma femme ne préparait pas seulement une aventure, elle préparait une sortie. Elle me trompait, oui, mais elle anticipait déjà l'après. Et Vincent, manifestement, n'était pas juste un passe-temps, c'était un pont. J'ai photographié le contenu sans rien déplacer, remis chaque chose exactement à sa place. Puis je suis resté 1 minute devant la porte métallique du box, les mains dans les poches, à rire tout seul comme un homme très fatigué. Pas un rire bruyant, plutôt le petit ricanement sec qu'on réserve d'habitude aux réunions absurdes et aux gens qui disent « je suis cash » alors qu'ils sont surtout grossiers. Elle voulait partir avec méthode. Très bien, elle allait découvrir ce que donne la méthode quand ce n'est pas elle qui la tient. Le soir même, Camille est rentrée plus tard que prévu. Parfum plus lourd, sourire plus prudent. Elle m'a trouvé dans le salon avec 2 coupes de champagne. Je célébrais, ai-je dit, le fait que le siège m'ait confirmé officieusement que l'annonce tomberait lundi. Son visage s'est illuminé d'un mélange presque obscène de soulagement et de calcul. Elle s'est assise près de moi, sa main sur mon genou, et m'a murmuré qu'elle était fière de moi. J'ai trinqué avec elle, en la regardant droit dans les yeux, et j'ai eu cette certitude froide. Dans quelques jours, tout le monde verrait la scène finale. Mais pour l'instant, une seule chose comptait. Découvrir qui, dans mon entourage, savait déjà. Et quand mon téléphone a vibré avec un message de Laurent à 22h41, on doit parler de Camille. J'ai compris que ma semaine allait devenir beaucoup plus intéressante. J'ai relu le message de Laurent 3 fois. Pas parce qu'il était ambigu. Il avait au contraire la franchise, suspecte, des gens qui préparent un échange rentable. On doit parler de Camille à 22h41. Un jeudi, ce n'était pas une formule de collègue inquiet. C'était une pièce qu'on avance sur l'échiquier, en espérant que l'autre ne verra pas la main derrière. J'ai attendu 10 minutes avant de répondre. J'ai mis « Demain, 7h30, café en face de la tour ». Sa réponse est arrivée aussitôt, comme s'il avait le téléphone déjà en main. Parfait. Ce genre d'empressement dit toujours quelque chose, rarement de noble.
Le lendemain, le café était presque vide. Odeur de machine trop nettoyée, viennoiserie brillante comme des promesses de DRH, Laurent était déjà là. Costume bleu nuit, mine grave, la mise en scène complète. Il a commencé par me dire qu'il hésitait à m'en parler, ce qui est le prélude habituel des gens qui meurent d'envie de le faire. Puis il a sorti son téléphone et m'a montré une photo prise à la terrasse d'un hôtel près de Perrache. On y voyait Camille de profil, lunettes de soleil, rire penché vers Vincent, et derrière eux, dans le reflet d'une vitre, un troisième homme, Laurent lui-même, version espion de comité exécutif. Je l'ai laissé parler. Il m'a expliqué qu'il était là par hasard, après un déjeuner client. Bien sûr, tout le monde tombe par hasard sur l'adultère de la femme de son rival dans les hôtels du centre. La vie est d'un romanesque fatigant. Puis il a fait glisser la vraie carte sur la table. Vincent n'était pas seulement l'amant de ma femme, il travaillait comme consultant externe pour un concurrent direct du groupe. Rien d'illégal en soi, mais assez trouble pour intéresser le siège si une fuite sensible s'ajoutait au décor. Laurent a observé ma réaction avec le regard humide d'un homme qui voudrait à la fois être utile et voir votre plafond s'effondrer. J'ai simplement remué mon café. Il y avait un détail plus intéressant que son air charitable. Comment savait-il qui était Vincent? Et surtout, pourquoi me parler maintenant, alors qu'il aurait pu garder ça pour me poignarder lundi avant la nomination? Je lui ai demandé. Il a souri de ce sourire mince des gens qui se croient fins. Le siège a reçu un signalement anonyme il y a 2 jours. Quelqu'un prétend qu'il y a proximité problématique entre ton foyer et un prestataire lié à la concurrence. J'ai pensé que tu devais le savoir. J'ai presque admiré l'élégance du coup. Quelqu'un tentait de transformer ma vie privée en fragilité professionnelle. Et Laurent venait se poser en pompier après avoir probablement tenu le briquet. Je n'ai pas haussé le ton. Je lui ai même dit merci, ce qui l'a déçu. Je crois qu'il espérait soit ma panique, soit ma colère. Au lieu de ça, il a eu un homme qui prenait des notes mentales. En remontant vers le bureau, j'ai appelé Maître Delmas. Puis, j'ai demandé à mon assistante de déplacer discrètement 2 rendez-vous. À 10 heures, j'étais dans le bureau vitré de la directrice juridique du groupe, Sophie Armand, une femme qui parle comme si chaque phrase allait finir dans un compte-rendu. Je lui ai exposé les faits sans lyrisme. Mon épouse entretient une relation avec un consultant externe qui intervient aussi pour un concurrent. Je n'ai jamais partagé d'informations confidentielles avec elle. Je suis prêt à toute vérification. Et je préfère vous signaler moi-même la situation avant qu'un imbécile ne la raconte de travers. Elle m'a regardé longuement, puis elle a dit « Vous avez bien fait de venir. Le siège déteste les surprises. Mais il aime encore moins les gens qui les cachent. » En langage corporate, c'était presque une accolade. Le week-end qui a suivi a eu le goût métallique des périodes où tout se joue sans bruit. Camille m'a proposé d'aller déjeuner chez sa sœur à Caluire. J'ai accepté. J'avais besoin d'observer encore. Sa sœur, Juliette, avait cette manière de vous offrir du gratin dauphinois, en vous évaluant comme un dossier de banque. Au milieu du repas, elle a lancé à Camille. Alors, votre petite escapade à Paris, le mois dernier. C'était bien. Il y a eu ce micro-silence délicieux, celui qui révèle qu'une version officielle vient de mourir à table. Camille a répondu trop vite. Oui, enfin, c'était surtout du travail. Juliette a froncé les sourcils. Travail. Je croyais que c'était un week-end détente. J'ai pris une gorgée d'eau en regardant la nappe. Parfois la vérité se présente elle-même. Sans convocation. Il suffit de lui laisser une chaise. Dans la voiture au retour, Camille était plus nerveuse. Elle a parlé sans arrêt du trafic, de sa sœur, du prix absurde du stationnement à Lyon. Puis elle a demandé, presque négligemment, « Au fait, lundi soir, tu veux quelque chose de spécial pour fêter ta nomination ?» Ce tu veux était intéressant. Pas un nous, pas un non-invite. Comme si elle testait déjà l'architecture de la soirée. J'ai répondu que oui. J'avais une idée. Recevoir quelques proches à la maison. Quelque chose d'élégant. Simple. Elle a souri. Soulagée. Probablement ravie de voir la vitrine sociale rester debout encore un peu. Le dimanche, pendant qu'elle était chez le coiffeur, j'ai reçu l'appel qui a déplacé une autre plaque tectonique. Ce n'était ni Laurent, ni Delmas, ni le siège. C'était Élodie, la fameuse amie alibi. Sa voix tremblait d'irritation plus que d'émotion.
Adrien, il faut que tu saches un truc. Camille a utilisé mon nom pour couvrir ses histoires. Je viens de recevoir un message d'un type qui me prend pour une complice. Je ne veux pas être mêlé à ça. Elle m'a transféré aussitôt une capture. Expéditeur. Vincent. Message. Dis-lui de se calmer avec ses questions sur l'appart. On a dit après sa promo, j'ai senti quelque chose de très net traverser ma colonne. Pas la jalousie. Ça, c'était déjà classé. Non. L'évidence, ils attendirent ma promotion. Eux aussi. Camille n'avait pas seulement planifié une sortie, elle voulait la financer au meilleur tarif, me laisser grimper d'un étage avant de me découper en parts plus confortables. C'était mesquin, rationnel, presque admirable en théorie, catastrophique en pratique. J'ai passé la fin d'après-midi avec Delmas, puis avec un notaire recommandé par lui. Nous avons vérifié la traçabilité de l'apport, l'état des comptes, les objets déplacés, les échanges, et préparé un dossier si propre qu'il sentait presque la javel. Il manquait seulement le moment, la mise à feu, l'endroit où chacun serait là pour entendre ce qui devait être entendu. Le lundi matin, l'annonce officielle est tombée. Directeur de filiale, à effet immédiat, message de félicitations, appel, champagne tiède au bureau, poignée de main appuyée. Même Laurent a joué son rôle avec application. Sauf que vers 16h30, Sophie Armand m'a envoyé un simple texto. Signalement classé, aucune conséquence. Et j'ai compris que la partie professionnelle était verrouillée. Il ne restait plus que le théâtre privé. Le soir, en rentrant, j'ai trouvé Camille dans la cuisine. Robe noire, cheveux relevés, 2 serveurs installaient les plateaux du traiteur. Elle avait transformé notre salon en décor de réussite conjugale. Bougies, verrines, fleurs blanches, musique discrète. Le mensonge avait enfin sa réception officielle. Elle s'est approchée, a posé ses mains sur mes épaules et m'a dit « Ce soir, c'est ton soir. Profite. » J'ai répondu « Crois-moi, Camille. J'ai l'intention d'en profiter jusqu'au bout. » Et quand la sonnette a retenti pour les premiers invités, j'ai senti dans la poche intérieure de ma veste le poids très léger de l'enveloppe, celui des choses capables de faire tomber une maison entière sans élever la voix. Les invités sont arrivés par vagues. D'abord mes 2 directeurs de pôle avec leurs épouses trop polies, puis Sophie de la juridique, Laurent, évidemment, avec son sourire d'urgentiste pyromane. Ensuite Juliette, la sœur de Camille, un voisin que ma femme adorait inviter pour faire nombre, et même mon ancien patron qui ne ratait jamais une occasion de boire du champagne gratuit sous couvert de mentorat. L'appartement sentait les fleurs blanches, le saumon fumé et le mensonge premium. Camille flottait au milieu du salon avec l'aisance des gens qui pensent encore contrôler la lumière. Elle remplissait les verres, touchait les bras, riait au bon volume. Parfaite maîtresse de maison, parfaite future ex-femme. Et moi, je regardais la scène avec cette tranquillité que seuls les gens très décidés possèdent, celle qui ressemble de loin à de la fatigue, alors que c'est simplement l'absence totale d'hésitation. Vers 21h, quand tout le monde avait bu juste assez pour devenir attentif sans être flou, mon ancien patron a tapé son verre avec une cuillère et a lancé un petit discours sur mon parcours, ma rigueur, ma capacité à tenir la barre dans les tempêtes. J'ai failli rire. La tempête était littéralement en train de choisir ses canapés au crabe à 2 mètres de lui. Quand il a terminé, les applaudissements ont rempli la pièce. Camille s'est tournée vers moi avec des yeux brillants. Cette comédie aurait presque mérité une subvention du ministère de la Culture. J'ai levé mon verre, remercié le siège, l'équipe, les amis présents. Puis j'ai dit que je voulais aussi remercier ma femme, pour son sens remarquable du timing. Il y a eu quelques sourires. Personne n'a compris, sauf Laurent, qui a légèrement redressé la tête. Camille aussi a souri, par réflexe, comme on sourit à une phrase qu'on n'a pas encore comprise, mais qu'on espère inoffensive. J'ai sorti l'enveloppe de ma veste, beige, banale, presque administrative, la meilleure couleur pour les catastrophes. Puis je me suis avancé vers elle. Je lui ai tendu les documents avec une douceur presque insultante. « Tiens, Camille, ça aussi, c'est pour ce soir. » Elle a baissé les yeux, d'abord sur la requête en divorce, ensuite sur les copies des réservations d'hôtel, des relevés, des messages, des achats sur le compte commun.
J'ai vu son visage se vider par étapes, comme si quelqu'un éteignait les pièces une par une dans une maison. Le silence a frappé le salon si fort qu'on entendait la machine à glaçons dans la cuisine. Juliette a murmuré. Mon Dieu, Laurent, ce grand humaniste, n'a rien dit. Sophie, elle, a simplement croisé les bras, avec cet air de femme qui voit enfin un dossier passer de sensible à régler. Camille a levé les yeux vers moi, pas encore en larmes, pire, en calcul. Elle cherchait une version, une issue, un mot qui remette le monde en place. Adrien, je peux t'expliquer. La phrase la plus pauvre de la langue française. Je lui ai répondu calmement. Non, tu peux lire. C'est mieux classé que tes mensonges. Quelques invités ont baissé la tête. D'autres fixaient le parquet avec un intérêt neuf pour le chêne massif. Mon voisin a reposé son verre, comme s'il venait d'assister à une intervention de la BAC. Puis Camille a compris qu'il y avait des témoins, qu'il n'y aurait ni scène privée, ni renversement sentimental, ni discussion de cuisine avec sanglots contrôlés. Seulement des faits, des papiers, des dates. Son souffle s'est cassé. Elle a lâché l'enveloppe sur la table basse, m'a traité de monstre, ce qui, venant d'une femme qui planifiait sa sortie après ma promotion pour mieux valoriser sa part, avait un charme certain. J'ai répondu « Tu confonds préparation et cruauté. » Erreur fréquente. Elle a alors vu Juliette, puis Sophie, puis les autres, ce tribunal improvisé, sans robe, mais avec mémoire. Et elle a perdu ce qui lui restait de maintien. Elle a attrapé son sac, traversé le salon en heurtant presque un serveur, ouvert la porte trop vite, et elle est partie en larmes dans la cage d'escalier, sans manteau, sans dignité, pour une fois sans script. Personne n'a parlé pendant 3 longues secondes. Puis mon ancien patron, qui survivrait à une catastrophe nucléaire avec un toast à la main, a demandé, d'une voix prudente, « Est-ce que quelqu'un veut encore du champagne ?» J'ai presque eu de l'affection pour lui. J'ai repris mon verre, regardé les papiers abandonnés sur la table, et compris que le plus difficile ne serait pas de la faire partir, mais de découvrir jusqu'où elle avait déjà essayé de me dépouiller, avant même que je n'ouvre les yeux. Le divorce n'a pas été spectaculaire, seulement précis, ce qui est beaucoup plus destructeur, grâce au dossier, aux box de Villeurbanne, aux dépenses faites sur le compte commun, aux objets déplacés, au message où Camille attendait ma promotion pour partir au meilleur moment. Maître Delmas a démonté son récit, pièce par pièce. Vincent, lui, a disparu avec l'élégance des hommes très courageux quand la facture arrive. Il n'a ni témoigné, ni insisté, ni réparé quoi que ce soit. Un héros moderne. En somme, 12 mois plus tard, j'étais toujours dans le duplex, sans fleurs blanches ni comédie. Juste du calme, une machine à café correcte, des chemises enfin rangées, comme je voulais, et cette paix un peu sèche qui suit les incendies maîtrisés. Un soir d'octobre, en rentrant du bureau, je l'ai trouvée devant l'immeuble, manteau beige, visage fatigué, moins brillante, plus réelle. Camille avait perdu cette assurance de vitrine qui faisait croire qu'elle avait toujours une sortie de secours. Elle m'a dit qu'elle voulait parler. Juste 5 minutes. J'ai regardé ma montre par réflexe, comme pour vérifier le tarif de son retour. Elle a parlé vite, s'est excusée, a dit qu'elle avait tout gâché, que Vincent l'avait laissée, que rien ne s'était passé comme prévu. Phrase magnifique, comme prévu. Donc il y avait bien un plan. Merci pour l'aveu tardif. Elle a ajouté qu'elle pensait encore à nous, qu'on pouvait peut-être recommencer autrement. J'ai presque admiré la souplesse du mot autrement. En France, on met ce mot sur les légumes bio, les écoles privées et les tentatives de résurrection sentimentale. Je l'ai laissé finir, sans colère, sans plaisir visible. Puis, je lui ai répondu, très calmement. « Tu ne regrettes pas de m'avoir perdu. Camille, tu regrettes d'avoir mal calculé. » Elle a baissé les yeux. Pour la première fois, elle n'avait ni répartie, ni décor, ni public, seulement la vérité, nue et médiocre. Je l'ai contournée, ouvert la porte de l'immeuble, et je suis entré sans me retourner. Elle m'a appelé une dernière fois. Je n'ai pas répondu. Certaines histoires ne méritent pas une seconde fin, juste une porte qui se referme. Et enfin, le silence. À bientôt!